On se retrouve pour une nouvelle édition du Café Non Fongible, la 15e édition sur la chaîne. Alors au menu de la semaine, dans un premier temps, on va se focaliser sur les NFT sur Bitcoin, donc les Ordinals NFTs. On va voir ce que c'est et comment ça marche avec un article qui détaille tout ça et qu'on va donc voir ensemble pour avoir une meilleure compréhension de ce que c'est vraiment. Ensuite, dans une deuxième partie, on va voir que une baleine, donc une whale, a vendu plus de 500 NFT d'une collection, la collection Moonbirds, et on va voir en fait les effets que ça a dans le marché et dans la collection en question, et on va voir que ça a vraiment un grand impact dans toutes ces collections et qu'une seule personne peut vraiment influencer tout un marché ou toute une collection de NFT et même aussi le marché de manière plus globale. Donc on va voir ça plus en détail dans un article qui en parle. Et dans notre troisième et dernier point, on va parler de Clarence Precious qui a lancé sa première collection de NFT et on voit en fait aussi qu'il y a un intérêt vers le web 3.0 pour ce type d'entreprise et ce type d'industrie. Donc on va voir cet exemple dans une industrie moins, on va dire, geek, moins blockchain. On va voir que ça influence aussi donc les marchés autres que l'art ou la technologie, etc. Donc je vous retrouve après le jingle avec votre petit café comme d'habitude et on va parler de ces trois sujets plus en détail. À tout de suite. Le premier sujet, donc, c'est les Ordinals NFTs. Are Bitcoin's NFTs the hottest new trend? Est-ce que les NFT sur la blockchain Bitcoin sont la nouvelle, en fait, tendance dans ce marché-là? Alors, on va voir tout d'abord, ce qui est bien dans cet article, c'est que tout est bien segmenté. On va voir donc dans une première partie que les Ordinals NFT sur Bitcoin, on va voir ce que c'est. Donc, en fait, quelle est la différence entre un NFT sur Bitcoin avec un NFT sur Ethereum, par exemple? Et dans une deuxième partie, on va voir est-ce qu'il y a du coup un changement qui va s'orienter donc sur la blockchain de manière plus globale par rapport à cette nouvelle tendance des NFT sur Bitcoin, parce qu'on va voir qu'il y a quand même des différences avec ce qui se passe sur Ethereum, et voir comment est-ce qu'on peut en fait accéder à des NFT sur Bitcoin. Donc comment est-ce que ça marche si on veut en créer ou si on veut en vendre ou en acheter. Donc première chose, qu'est-ce qu'un NFT sur Bitcoin? Comme d'habitude, je mettrai en lien dans la description cet article, comme ça vous pourrez aussi le lire de votre côté et avoir toutes ces infos de manière écrite. Alors en fait, il faut savoir que, comme c'est écrit là, chaque Bitcoin peut être coupé ou découpé en 100 millions d'unités qui sont appelées des sats. Donc c'est un raccourci pour Satoshi, donc le créateur des Bitcoins, du Bitcoin. Donc on peut en fait diviser un Bitcoin en 100 millions d'unités qui sont des sats, donc 100 millions sats pour chaque Bitcoin. Et en fait, ça permet aux utilisateurs d'inscrire dans chaque sat, donc dans chaque unité des 100 millions, des datas qu'on peut appeler, donc des données qu'on peut appeler des ordinals, donc les ordinals NFT. Et en fait, ces données peuvent aussi être des smart contracts comme on peut connaître sur la blockchain Ethereum et peuvent donc inscrire des informations comme pour les smart contracts sur Ethereum, donc comme pour les NFT. Donc en l'occurrence là, on peut en fait traduire ça comme ces smart contracts, donc ces data qui sont stockées sur les sats, donc sur les unités, sur les 100 millions d'unités divisées dans un Bitcoin, peuvent être des NFT et donc on peut créer des NFT, donc des ordinals sur la blockchain Bitcoin, qui était jusque-là impossible, car si vous le saviez, si vous suivez en fait la création des NFT, vous avez besoin d'un smart contract pour pouvoir faire ça. Et donc là, on peut faire des smart contracts si on image sur la blockchain Bitcoin. Et là, en fait, la grande différence entre les NFT, c'est ça que je voulais mettre en valeur, entre les NFT sur la blockchain Ethereum ou d'autres blockchains qui fonctionnent sur les mêmes protocoles, donc avec des smart contracts, etc. En fait, les NFT sur Ethereum, sur la blockchain Ethereum, ils sont donc les smart contracts sont stockés, sont créés sur la blockchain, mais les fichiers numériques et les images entre guillemets sont stockés sur un IPFS système. Donc c'est-à-dire qu'il y aura un serveur à côté qui va stocker les images. Comme quand vous allez sur OpenSea par exemple, vous allez créer le smart contract sur la blockchain Ethereum, mais votre image ne sera pas stockée sur la blockchain, elle sera stockée sur un serveur externe qui fonctionne sur le protocole IPFS. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est juste pour vous dire que cette fois-ci, avec les ordinals, donc les NFT sur Bitcoin, c'est écrit là je crois, c'est que voilà, c'est que les inscriptions de toutes les données
donc des ordinals sera on-chain, donc sera sur la blockchain. Il est possible donc de stocker aussi ces fichiers, donc ces images sur la blockchain, donc directement sur Bitcoin, et avoir donc sur en fait la blockchain Bitcoin, d'avoir un NFT complet et donc pas avoir, comme sur la blockchain Ethereum, le smart contract et l'image stockée sur un protocole IPFS à côté. Donc là, on aurait tout sur un seul endroit. Donc ça peut être super intéressant dans le sens où même l'image en question, même le fichier numérique en question, va être en fait stocké sur la blockchain, sera on-chain et sera donc vraiment associé au smart contract en question. Donc là, comment est-ce que ça va changer le game des NFT et donc des collections de NFT? En fait, comme je l'ai dit, ce qui est vraiment important à prendre en compte là, c'est que les digital collectibles, donc tout ce qui est objet numérique ou œuvre d'art numérique, seront stockés directement sur la blockchain, ce qui veut dire que là on aura vraiment cette notion d'une œuvre ou d'une création ou d'un collectible qui sera vraiment 100% sur la blockchain. Et ça c'est important dans le sens où quand on va se mettre à collectionner des NFT sur la blockchain, et bien en fait la totalité du fichier, donc la totalité du smart contract plus fichier numérique sera sur la blockchain, et on n'aura donc pas besoin de dépendre d'une autre entité qui elle stockera les images sur un serveur, etc. Donc là on a vraiment quelque chose sur une seule blockchain, sur un seul endroit, un seul réseau, et en plus sera visible par tout le monde, même si le serveur en question qui stocke les images normalement est un problème ou perd en fait ce serveur, ou s'il y a une surchauffe, etc. en cas de catastrophe en gros. Mais là en fait on aura tout sur la blockchain, et ça permet aussi d'avoir vraiment cette notion de collectibles sur la blockchain qui dépend pas de deux trucs différents. Par contre là ce qui est difficile aussi dans ce sens-là, ce qui est l'inconvénient de ça, c'est que ça va aussi créer du coup l'utilisation des données, donc de la place pour stocker les données sur la blockchain Bitcoin. Et là en fait le problème c'est qu'il y en a qui disent aussi là, attendez, je retrouve juste dans le paragraphe que j'ai lu, c'est que l'idée de faire des Bitcoin NFT, ça va contre en fait l'idée que le Bitcoin est un actif financier. Et là en fait certains disent que les ordinals, en fait les NFT sur Bitcoin, donc ordinals les NFT sur Bitcoin, seront un gâchis de place sur leur réseau. Parce qu'il va falloir stocker des images en plus, qui va prendre de la place, qui prennent plus de place que des textes. Et en plus de ça, il y aura aussi une limite, je pense, dans la qualité des images, car une image, donc un collectibles d'un CryptoPunks par exemple, qui fait 100 sur 100 pixels, ça prend pas la même quantité de données et de place sur le réseau qu'une image de 3000 pixels sur 2000 pour une œuvre d'art par exemple. Donc là, il y aura un souci aussi d'utilisation des données, une confrontation entre les personnes qui voient ça, le réseau Bitcoin plus comme un actif totalement financier, et donc un actif qui prend pas en compte tout ce qui est NFT, etc. Et ceux qui vont vouloir en fait créer des NFT plus élaborés sur la blockchain Bitcoin. Donc il y a ce problème-là. Donc en fait, la solution Ethereum est plus optimisée aujourd'hui pour faire des œuvres d'art avec plus de pixels, etc. qui permet de mettre seulement le smart contract sur la blockchain, tout en liant en fait le fichier IFPS à côté. Mais il dépend aussi de deux choses. Et là, en fait, il y a vraiment cette confrontation, sachant que les données et les serveurs coûtent très cher. Et donc, si on veut stocker plus de données, si on veut aussi avoir des images de meilleure qualité, etc., bah, ça va avoir ce problème, cette confrontation-là. C'est pour ça, d'ailleurs, je pense que là, ils en parlent aussi. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas créer de NFT facilement, de ordinals facilement sur la blockchain Bitcoin, donc de créer des NFT sur la blockchain Bitcoin, parce qu'il n'y a pas encore de marketplace qui permettent de faire ça. Donc aujourd'hui, en fait, si vous voulez acheter des Bitcoin NFT ou des ordinals, ou en créer ou en vendre, etc., vous allez devoir passer par GitHub, qui permet donc, en fait, je pense que vous avez vu ça dans plusieurs tutoriels, qui permet de faire d'intégrer des NFT sur différentes blockchains, et en fait de coder directement pour utiliser la blockchain sans passer par le marketplace, etc. Donc je vous laisse lire ça plus en profondeur de votre côté, je vous mets le lien dans la description. On va passer au deuxième sujet de notre café non fongible, qui est moins technique mais qui est intéressant à voir, car ça permet de prendre en compte un petit peu en fait la sphère crypto et la sphère NFT, avec donc une baleine qui vend plus de 500 NFT, donc de la collection Moonbirds, et dont l'impact fait perdre plus de 26%. Donc le prix plancher de la collection en question a perdu 25% après cette vente-là. Donc là, on voit vraiment l'impact d'une personne, donc d'une personne qui dispose et qui détient beaucoup de NFT de la collection. Ça fonctionne aussi sur la crypto.
Mais là, on voit en fait sur une collection NFT l'impact que ça peut faire. Donc si une personne vend une grande partie de la collection, ça peut faire perdre de 26% du prix en fait du floor price en question, le prix plancher. Et là, ce qui est intéressant à vous montrer, que je voulais vous montrer, c'est que donc il a utilisé la plateforme Blur, la personne a utilisé la plateforme Blur pour faire cette vente, ce qui a permis de vendre ses tokens assez facilement, donc c'est NFT assez facilement. J'ai fait une présentation de la plateforme Blur pour les personnes qui s'intéressent, ça s'affichera ici. Ça vous permettra, en fait, ce qui est bien avec Blur, c'est que vous pouvez vendre les NFT assez facilement, de manière plus automatisée que faire sur OpenSea, etc. C'est pour ça que c'est une plateforme qui est assez intéressante pour les personnes qui achètent et qui revendent, les collectionneurs ou même les traders de NFT. Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que la personne en question a vendu ses 500 tokens non fongibles pour une valeur de plus de 700, pour une perte, pardon, de plus de 707 Ethers, c'est ça que je voulais vous montrer. Et en fait, il a vendu ses NFT à perte. Et pourquoi est-ce qu'il a fait ça? C'est parce que il y a eu des news par rapport, donc c'était plus un momentum où il semblait, pour cette personne-là, qu'elle se dise en fait que c'est le moment de vendre, parce qu'en fait il y a eu un tweet, différents tweets qui exposaient Proof, qui est la collection, enfin le créateur de la collection de Moonbirds, et qui montrait que donc suite à un tweet qui montrait en fait un peu un indice sur comment on va avancer le projet. Et là, ce qui est intéressant, si vous êtes collectionneur de NFT, c'est vraiment de suivre les projets de A à Z, car si vous voyez qu'un projet a un très bon départ, pendant 3 mois, ça prend de la valeur, et vous voyez que c'est intéressant, etc. Mais si sur 1 an, vous voyez sur le long terme qu'il y a des problèmes de transparence, etc., ça peut vous mettre la puce à l'oreille pour éviter en fait de perdre un peu de la valeur pour le futur. Parce que c'est extrêmement volatile aujourd'hui. S'il a vendu aujourd'hui, si la personne a vendu aujourd'hui avec une perte, je sais plus combien c'était de pourcents, je remettrai cet article dans la description, mais s'il a vendu, je crois, entre 20 et 30% de perte, ça limite en fait peut-être la future perte. En fait, une collection peut vraiment valoir passer de 1 à 100 000 d'un coup, et peut aussi passer de 100 000 à 0 aussi d'un autre coup. Et donc je pense que c'est ce que la personne a voulu éviter, en voyant un petit peu des indices comme ça, en se disant, en interprétant de sa manière-là. Là, par exemple, un tweet sur la transparence de Proof, et en fait, Proof a été exposé à la banque en difficulté, c'est-à-dire que à la banque, c'est quoi la banque? C'est la Silicon Valley Bank. Et là, en fait, la personne a mis en lien aussi de la gestion des trésoreries de l'équipe Moonbirds, qui n'est pas en fait affichée, n'est pas visible on-chain, et donc ça veut dire qu'elle gère sa trésorerie, enfin l'entreprise Proof, le collectif Proof gère sa trésorerie sur des entités centralisées qui donc n'exposent pas ça sur la blockchain. Et donc quand on voit un projet blockchain, NFT qui n'est pas exposé sur la blockchain, qui donc les données, tout n'est pas transparent, etc., ça peut mettre la puce à l'oreille en tant que collectionneur. Donc je vous laisse lire ça aussi tranquillement de votre côté. En plus de ça, voilà, un autre indice, c'est que Proof a également annulé des événements physiques qui devaient rassembler les détenteurs de NFT sous en forme de rencontres exclusives, donc avec des annulations, manque de transparence, etc. Ça peut mettre la puce à l'oreille et ça peut faire que ce genre donc de collectionneur, je pense, qui est plutôt expérimenté, a vu ça à la puce à l'oreille. En tant que trader, dès qu'il y a plusieurs signaux comme ça peut être un déclencheur d'une vente massive qui peut donc faire cet effet de vague et faire perdre la valeur d'une collection. Là, on va d'ailleurs voir sur OpenSea la valeur de la collection, si ça a changé. Par pure curiosité. Moonbirds. Hop. Donc voilà, le floor price est à 4,11. Alors que là, c'était... Là, c'est encore baissé. Donc la date de l'article qui date de pas très longtemps, et qui date du 12 mars. Là, on est passé de 6,37 en floor price, qui est le prix plancher, le prix le plus bas pour toute la collection, pour en avoir un des NFT. Donc de 6,37 à 4,3, et là, on est redescendu en 4,11. Ça veut peut-être dire que certaines personnes qui ont vu ce mouvement de baisse et de baisse du floor price ont aussi cédé et ont vendu leur NFT à ce moment-là. Et donc, c'est peut-être une preuve aussi. C'était en fait pour vous montrer en fait de l'impact d'une personne, d'une baleine qui dispose d'une grande majorité des parts en fait de la collection, comme des parts des entreprises, peut vraiment faire baisser le cours d'une collection en question. Donc à garder
en tête quand vous allez commencer à collectionner ou si vous collectionnez déjà des NFT, de collectibles ou d'autres types de créations. Pour le troisième et dernier sujet de notre café non fongible, on va parler de Clarence Precious qui a créé une collection de NFT et qui a relié ça en fait avec donc de la réalité virtuelle, plus aussi un côté physique et l'introduction de produits de leur marque. Donc ça c'est intéressant de voir en fait une bonne utilisation de cette nouvelle technologie, de ces nouvelles technologies pour aussi intégrer ce qu'ils font déjà avec donc leurs produits, et on va voir en fait comment ils ont intégré ça tout de suite à l'écran. Donc bon, là c'est un article qui en parle, c'est ici que je l'ai découvert, et on peut voir directement la collection, à quoi elle ressemble. En cliquant ici, en fait là on atteint sur leur site, et là ce qui est intéressant c'est qu'ils font déjà un petit guide pour les personnes qui débutent dans les NFT ou qui débarquent. Là pour afficher votre NFT, vous allez dans étape, puis cliquer sur révéler, et ensuite vous allez obtenir directement des produits Clarence offerts, et livraison aussi avec précisé, aussi pour la date de livraison, etc. Donc c'est vrai, ce qui est bien c'est que c'est guidé en fait le créateur, la personne qui va se connecter, et on va voir en fait que c'est pas compliqué en fait à expliquer. Et voilà, ce qui est intéressant c'est qu'on voit qu'on est guidé quand on arrive. Donc là on a, je pense, la présentation des artistes plus de la marque. Il me semble que c'est une collaboration avec deux artistes. On va descendre et défiler. Et donc Clara s'est inspirée du potentiel du Web3, génération d'internet. Et on voit en fait que c'est un peu un produit haut de gamme qui est relié avec les NFT et donc aussi les créations en réalité virtuelle. Donc on peut explorer la création en cliquant ici, la collection en cliquant ici, pardon. Et là on voit les différents NFT, donc les différentes créas. Donc si je clique dessus, on voit le type de NFT, je pense la rareté, ensuite les propriétés comme que eux ont entré, comme elles ont pu créer, je crois que c'est deux artistes, comme elles ont pu créer selon les différents NFT en question. Donc on va connecter notre portefeuille pour voir comment ça marche, il faut un MetaMask. On voit en fait qu'on peut intégrer ça directement à des sites. J'avais parlé tout à l'heure dans GitHub, ça permet aussi de faire ce style de connexion. Les NFT, les artistes. Donc là on voit les artistes qui ont collaboré, ces deux artistes digitales qui ont créé donc ces collections de NFT. Je vous mettrai aussi en lien pour que vous puissiez découvrir par vous-même. Et ça représente ça avec donc la possibilité d'avoir différents niveaux de rareté et aussi la possibilité d'avoir des produits physiques qui vont avec. Donc ce que je vois là c'est leur roadmap. Donc en fait on peut d'abord minter son NFT, le révéler en NFT unique et voir en fait quand on le révèle, vous aurez soit un produit de chez Clarins, soit autre chose. Je ne suis pas entré dans les détails, j'ai vraiment découvert ça sur le blog de NFT Evening. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est de voir en fait le lien qui est fait entre le monde numérique, avec le Web3 et la réalité virtuelle, et le monde physique. Et là, ça permet de voir en fait une création hybride où en fait on a donc le collectibles en NFT qui peut prendre de la valeur et qui peut aussi être intéressant d'avoir pour dire qu'on a participé en fait à la création de ce produit-là. Et au lancement de ce produit-là, donc on a en fait une marque, en fait comme une carte ou un certificat numérique qui prouve qu'en fait on a été là à ce moment-là. Et donc c'est intéressant parce qu'on n'est pas seulement bloqué avec le fichier numérique, il y a aussi cette question de révéler son NFT pour voir si on a aussi eu la chance ou pas d'avoir un produit physique. Donc je vous laisse regarder plus en détail les différents liens que je vous mettrai dans la description pour voir en fait comment est-ce qu'ils ont créé ce projet-là. En tout cas, je trouve ça intéressant de voir ce lien entre le physique et le numérique. Et j'ai aussi écrit dans la roadmap qu'on peut recevoir nos produits et prévoir une consultation après donc avoir révélé son NFT, compléter ses informations, etc. Tout est détaillé sur le site, hein. Hop, les galeries. Enfin bref, c'est intéressant de voir en fait cette connexion entre les deux mondes et de voir aussi que c'est pas seulement limité aux industries plus geeks, aux entreprises un peu plus geeks, comme par exemple le jeu vidéo, la collection d'œuvres d'art, ou d'autres comme les entreprises tech, les entreprises de la finance, etc. Là, on a d'autres choses qui ressemblent un peu plus au luxe et un peu plus à l'industrie, mais aussi vraiment à l'industrie beauté en tant que telle, et d'avoir en fait ce type d'industrie qui s'intéresse, c'est quand même un signe de l'intérêt du Web3 de manière plus globale, et pas seulement dans les industries qu'on voit en fait et qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui. Donc voilà pour la 15e édition du Café Non Fongible, j'espère que ça vous a apporté quelques nouvelles perspectives de ce monde-là et du Web 3.0, mais aussi du crypto art. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la prochaine édition donc du Café Non Fongible, qui sera la 16e cette fois-ci, déjà 16 vidéos, 15 vidéos sur le sujet, c'est déjà pas mal.
J'espère que ce format vous plaît toujours. Si jamais vous avez des recommandations, des choses que vous aimeriez bien évoquer dans ce café non fongible, n'hésitez pas à m'écrire ou à laisser un commentaire. Je regarde les commentaires d'ailleurs pour le Ordinals NFT, c'est un de nos abonnés qui a parlé de ça, qui m'a donné envie de créer donc une vidéo sur le sujet. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées au journal non fongible, c'est le premier dans la description et en fait vous avez différentes thématiques qui sont évoquées directement sous format écrit. Il y a aussi un récap tous les lundis que je fais de news NFT, de news crypto art, aussi de présentation d'artistes, etc. Je vous invite à découvrir ça dans le premier lien dans la description. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite en attendant une belle semaine et une bonne journée. À bientôt.